Antonin Potier, vous êtes économiste et maître de conférence à l'EHESS. Et vous allez intervenir sur la question des inégalités face à cette empreinte carbone, et en particulier voilà, avec un focus sur les 1% les plus aisés. Donc de la même manière qu'à l'instant, on a un temps de présentation et puis un temps de questions-réponses. Très bien. Merci aux organisateurs de m'avoir convié à vous présenter devant vous ce travail, qui est un travail commun fait avec d'autres collègues que je citerai le moment venu. Donc le but par rapport à la présentation globale à l'échelle de la France, qui a été faite auparavant par Corinne Lequéré, c'est de montrer ici un peu les émissions au niveau des ménages. Et donc on va essayer de comprendre déjà ce que ça veut dire en fait des émissions au niveau des ménages, parce que c'est pas si évident que ça. Donc je vais revenir un peu sur une série de problèmes conceptuels. Donc les émissions des plus riches, voilà, c'est le titre de la présentation, et donc je vais commencer par remettre cette question. On peut se poser, le débat public s'est posé cette question. Quelles sont les émissions des 1% les plus aisés, les plus riches? Donc il y a un terme, en fait, dans cette phrase qui est problématique. Alors, est-ce que quelqu'un a un avis sur le terme qui est problématique? Une phrase simple, je veux dire, c'est problématique peut être assez bien définie. Si on donne ça comme question de recherche, c'est assez bien défini. Ça paraît assez bien défini, et pourtant ça ne l'est pas complètement. Alors quel est le terme qui est problématique? Riche ou émission? Bon, c'est ni l'un ni l'autre. Riche, c'est du domaine de l'analyse sociale. On peut avoir une définition de ce que c'est être riche. 1% les plus riches, on peut classer les gens en fonction de leurs revenus, en fonction du patrimoine, prendre le 1% des gens qui ont le plus de la métrique que l'on compte. On peut faire d'autres mesures plus complexes, du revenu par unité de consommation. On peut arriver à définir ce que c'est que les 1% les plus riches. L'INSEE le fait tous les jours, ce n'est pas un problème. Émission, ce n'est pas un problème non plus. On a vu qu'on arrivait à compter des émissions. On peut même agréger avec quelques prouesses comptables des émissions de méthane et des émissions de CO2. C'est des choses qu'on sait faire. On peut compter les émissions. Le problème vient du lien qu'on fait entre les deux. Donc c'est la petite particule, le D, les émissions des plus riches. C'est ça qui, en fait, pose problème. Alors pourquoi ? Je vais reprendre le problème. On a en fait deux niveaux de réalité. On a un niveau de réalité physique, qui sont les émissions de gaz à effet de serre, et on a une réalité sociale, qui sont des personnes physiques ou morales, des institutions, des organisations, qui participent à ces émissions. Et faire le lien entre les deux, faire le lien entre cette réalité physique des émissions et cette réalité sociale, demande en fait une convention d'attribution, ce que j'appelle une convention d'attribution. Donc assigner des émissions qui sont d'un ordre physique à une réalité, à un acteur social, demande une convention d'attribution. Ça, c'est extrêmement important de bien comprendre ça, et on a plusieurs conventions d'attribution possibles. On en a vu un certain nombre, et je vais revenir, on en a vu un certain nombre dans l'exposé précédent, et je vais revenir là-dessus. Voilà, donc les émissions sont le fait de processus biogéophysiques, biogéochimiques, par exemple la combustion, vous avez... et donc on les imputait à des acteurs sociaux de cette convention d'attribution qui, en fait, a deux composantes principalement. Vous sélectionnez les entités pertinentes, c'est-à-dire les entités sur lesquelles vous allez focaliser l'attention, un pays, une personne, des entreprises, et puis vous allez définir des règles quantitatives pour imputer en pratique, faire vraiment le calcul, conduire le calcul à son terme. Voilà, et donc ça, c'est les deux éléments de la convention d'attribution qu'il faut choisir par l'analyste, que l'analyste doit choisir pour avant parler des émissions de quelqu'un, ou du contenu carbone de quelqu'un. C'est la même chose. Monsieur a demandé tout à l'heure quel était le contenu carbone de l'aide en développement. Ça suppose une opération complexe, de relier des émissions à une aide qui est effectuée par le pays qui aide. Alors, si on prend un exemple pour bien fixer la problématique, on imagine donc une combustion dans une centrale à charbon. On a donc, chimiquement, c'est très simple, vous avez une chaîne carbonée qui rencontre de l'oxygène et ça donne du CO2 et de l'eau. Donc ça, c'est une émission de carbone. Le problème se pose quand on va chercher à relier cette émission de dioxyde de carbone à un acteur social. Et donc, on a plein de conventions possibles pour attribuer les émissions de la centrale à charbon à des acteurs. On peut dire que c'est le pays
dans lequel se trouve la centrale. On va l'assigner à ça. Ça, c'est la vision qu'on a vue avant, c'est la vision production. Quand on parlait d'émissions territoriales, c'est en fait cette convention-là qu'on avait. Les émissions qui interviennent dans l'espace d'un pays, sur le territoire d'un pays, sont assignées à ce pays. Mais vous avez d'autres possibilités. On aurait pu dire finalement que pourquoi assigner ça à un pays? Pourquoi pas assigner ça à un gouvernement qui a autorisé que cette centrale existe? Là, vous avez un type d'acteur extrêmement différent, avec une responsabilité éventuellement politique, voilà, qui est liée au gouvernement qui a autorisé ça. On peut se dire que, par exemple, celui qui est responsable de ces émissions, et donc à qui on va assigner ces émissions, c'est l'exploitant de la centrale. Quand un paysan péruvien fait un procès à RWE parce que RWE rejette du CO2 qui modifie donc la composition chimique de l'atmosphère et qui, par le réchauffement, amoindrit le glacier du village dans lequel il est et qui met en péril ses champs, eh bien, vous avez ici une assignation à l'entreprise qui exploite. Voilà, chose qu'on n'a pas vue hein, dans les exemples précédents. Et il y a plein d'exemples d'autres conventions qui existent, qui circulent dans l'espace public, qui sont, par exemple, voilà, est-ce que les actionnaires qui ont apporté de l'argent pour faire ça, est-ce qu'on ne peut pas leur assigner cette empreinte? On peut assigner les émissions au pays d'où vient le charbon, etc., etc. Et donc on peut en mettre d'autres. Et bien sûr, quand on parle d'empreinte carbone, avant, on assigne ces émissions, non pas à tous ces acteurs que je vais lister, qui serait possible, mais on les assigne aux personnes qui consomment l'électricité. Alors c'est une responsabilité assez particulière. Alors avant, je voulais dire ça, voilà, excusez-moi. Comme je pensais avoir les slides avant, je n'ai pas le temps de me mettre dans ce que je voulais complètement vous dire. Ça, c'est bien, je vous l'ai dit, là, on va attribuer des émissions. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette attribution est en fait indissociable d'une vision de la responsabilité. C'est une imputation qu'on peut dire statistique, hein, mais elle est toujours liée à une vision en fait de la responsabilité. Cette vision, elle peut être implicite, hein, mais elle va aller de pair avec ça. Et donc ça, j'ai trouvé cette très belle citation dans un article de Paul Ricoeur sur l'analyse sémantique du concept de responsabilité, qui reprend le dictionnaire du Trévoux, donc voilà, un des premiers dictionnaires de la langue française, qui essaye de définir l'imputation et qui dit « Imputer une action à quelqu'un, c'est la lui attribuer comme à son véritable auteur, la mettre pour ainsi parler sur son compte et l'en rendre responsable. » Voilà, vous avez une belle phrase qui résume très bien finalement le nœud problématique, l'imputation aujourd'hui qu'on dirait statistique, hein, de relier voilà, des émissions à juste de manière comptable, on fait des calculs, etc., et lié derrière finalement à une vision de la responsabilité où on doit rendre compte de ça, la personne à qui on impute doit rendre compte de ses émissions, et c'est bien comme ça hein, que ces chiffres, quand ils sont dans l'espace social, c'est bien comme ça qu'ils sont mobilisés. Donc c'est extrêmement important de bien comprendre ça, et donc de voir qu'il y a congruence entre responsabilité morale et imputation statistique, et qu'il circule, c'est aussi important de le comprendre, qu'il circule différentes visions de ce que c'est la responsabilité, parce qu'il y a différentes visions de l'imputation statistique. Alors, quand on cherche à attribuer les émissions aux personnes, on pourrait faire de nombreux choix possibles. Dans la liste que je vous ai présentée des émissions de la centrale à charbon, il y avait plusieurs fois où les émissions, où des personnes intervenaient. On avait d'autres types d'acteurs, parce qu'il me paraît important de ne pas se focaliser seulement sur les personnes, mais aussi de comprendre qu'on a des pays, des gouvernements, des organisations, des entreprises, etc. Mais bon, on peut aussi parler des personnes, pourquoi pas, hein. C'est un choix qu'on fait, et c'est un choix qui, bien sûr, va conditionner notre vision de la responsabilité, comme je vous l'ai compris, puisqu'on va se focaliser sur les personnes et on va oublier temporairement les autres. Il faut bien prendre en compte que cette opération de focalisation, qui est nécessaire pour l'analyse, ne devienne pas un biais, c'est-à-dire qu'on ne voit plus que ça. Donc il y a de nombreux choix qui sont possibles pour amener les émissions aux personnes. J'avais cité deux choses. Il y avait les actionnaires qui apportent des fonds dans les centrales et il y avait les consommateurs d'électricité à qui on pourrait attribuer les émissions de la centrale à charbon. Il se trouve que la littérature scientifique sur le sujet a utilisé majoritairement un seul choix, en fait. C'est attribuer aux personnes les émissions générées par la production des biens qu'ils consomment. Cette convention d'attribution, vous la connaissez, on est ici pour en discuter, c'est l'empreinte carbone. Voilà. L'empreinte carbone, c'est une convention d'attribution des émissions particulières qui va impliquer aux consommateurs la production, les émissions générées par la production des biens consommés. Ça va avec un principe de responsabilité, qu'en anglais on appelle consumer responsibility,
principe de responsabilité du consommateur, qui est un principe qui, si on l'envisage d'un point de vue moral, est extrêmement spécifique. Je n'ai pas le temps d'engager cette discussion-là, mais vous pouvez comprendre tout un tas de raisons pour lesquelles c'est extrêmement spécifique. On voit bien qu'on a sélectionné, qu'on a mis le choix sur un acteur particulier, le consommateur, qui arrive en bout de chaîne, et que tous les autres entités qui interviennent dans ce processus d'émission de CO2 eh bien, disparaissent. Donc on pourrait dire que voilà, doivent être aussi prises en compte dans cette vision de la responsabilité. Donc voilà, ça j'ai défini le problème. On va s'intéresser à l'empreinte carbone des ménages. Et donc le but, c'est de dire qu'est-ce qu'on sait sur l'empreinte carbone des ménages français. Et puis il y a un titre, lien revenu, émission, patrimoine. On va s'intéresser à c'est quoi le lien entre empreinte carbone et revenu, et empreinte carbone et patrimoine, parce que c'est un lien qui est aussi fait. On verra que les termes de la question ne sont peut-être pas très bien posés. Alors, je mets ici les références sur lesquelles je m'appuie. Donc, un article qu'on a publié dans la revue de l'OFCE qui est disponible en ligne, qui détaille vraiment toutes ces méthodologies. Donc, je vous encourage, si le sujet vous intéresse, à y aller. On a fait l'analyse sur des données de 2011. On a refait, dirigé un mémoire avec Emmanuel Combet. Cette année, sur 2017, on retrouve des résultats extrêmement cohérents. Je n'ai pas présenté là parce que ce n'est pas encore publié. Et on a des résultats, les résultats que je vous présentais sont complètement cohérents avec des travaux plus anciens faits par l'INSEE en 2010, avec des quintiles de revenus, et un rapport plus récent fait par Paul Maillet, qui a été aussi cité dans la présentation précédente. Alors voilà, ça c'est le panorama qu'on peut obtenir quand on va attribuer l'empreinte carbone, donc on a vu à l'échelle de la France, à la consommation des ménages. Et ensuite, on va découper, puisqu'on s'intéresse au lien entre revenus, on va découper la population en dixièmes de revenus. On va classer les gens en fonction de leur revenu du plus faible revenu au revenu le plus élevé. On va prendre des blocs de 10% de la population. Donc c'est ça, les D1, D2, D3, c'est des dixièmes de revenus. Et donc ensuite, on regarde c'est quoi l'empreinte carbone de ces dixièmes. Donc c'est en moyenne un ménage qui appartient aux 10% les plus riches, c'est la barre la plus à droite, ou un ménage qui appartient aux 10% les plus pauvres, eh bien qu'est-ce qu'ils émettent. Voilà. Donc là vous avez en niveau, vous voyez que je parle des ménages, pas de personnes, pour une raison sur laquelle on pourra revenir, mais je préfère parler de ménages parce que l'enquête statistique qui nous permet de faire ça est définie au niveau des ménages. Voilà. Donc on a différentes catégories de biens. Donc on voit d'abord que l'empreinte, elle augmente avec le revenu. Plus vous êtes riche, effectivement, plus votre empreinte carbone, c'est-à-dire voilà, l'empreinte liée à ce que vous consommez, est importante. Et on peut voir segmenter les différents postes d'émission en fonction des émissions, en fonction de différents postes. Donc on a le poste des administrations publiques qu'on a attribué ici, là, c'est-à-dire les ménages liés à les administrations publiques sont réattribués aux ménages à proportion de la population du ménage, nombre de personnes du ménage. On a des empreintes liées au logement, au transport, à l'alimentation. Alors ce qu'on voit, vous voyez, c'est que en fait, dont toutes les catégories augmentent un peu. On a des catégories qui vont augmenter un peu plus, par exemple le carburant, le logement est plutôt stable en fait. Alors ensuite, on peut essayer de rentrer dans c'est quoi les déterminants de ça, donc on a essayé de le faire avec une étude, et là je voudrais vous présenter une autre manière de présenter ça, pour rentrer peut-être un peu plus dans la dynamique des émissions. Donc là je vais vous présenter les émissions en fonction des dépenses, c'est-à-dire comment vont les émissions normalisées, voilà. Donc là j'ai fait pas des dixièmes de revenus, mais des vingtièmes de revenus, ce qui permet d'avoir plus de points. Et donc, là, en fonction des dépenses, on voit qu'il y a différentes catégories qui ont différentes élasticités. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les élasticités? C'est quand j'augmente je dépense plus, sur quel bien, préférentiellement, va se diriger ma demande. Vous voyez que le logement, qui est en rouge ici, progresse assez peu avec les dépenses. Oui, les logements, c'est une dépense basique. Une fois que vous en avez, vous pouvez augmenter un peu la taille de votre logement, donc vous allez dépenser plus en énergie de logement, vous allez avoir des empreintes ici un peu plus importantes, mais vous n'allez pas augmenter votre dépense de logement en proportion de votre revenu. Donc vous avez quelque chose, une empreinte en fait du logement qui stagne à peu près avec les dépenses. Pareil pour l'alimentation. L'alimentation, vous voyez que c'est une espèce de courbe un peu qui a tendance aussi à stagner, c'est le vert clair. Voilà. En revanche, vous avez une autre catégorie qui, elle, est plutôt dynamique, plus dynamique que le revenu, c'est-à-dire plus vous allez dépenser, plus vous avez tendance à avoir à dépenser sur cette catégorie-là,
ce sont les transports hein, qui ont une pente forte. Vous voyez, l'élasticité, elle est à 1,12. Ça veut dire que si vous avez 10 € en plus, vous allez avoir tendance à en dépenser plus sur le revenu sur le transport que vous n'en dépensiez avant. Et donc ça, c'est une des catégories, le transport, hein, qui progresse vraiment avec le niveau de dépense et qui donc est responsable de cette progression des émissions avec le revenu. Et l'autre catégorie, là, c'est bien matériel aussi. Ben oui, les biens matériels ont aussi tendance à augmenter, le niveau de dépense des biens matériels a aussi tendance à augmenter avec la consommation, avec le niveau de consommation. Tout ceci est assez normal, hein. Il y a des dépenses basiques qui sont l'alimentation, le logement et le transport. En fait, on peut le voir si on regarde plus finement, à partir du 5e décile, en fait, du 5e dixième, en fait, les émissions de transport pour la mobilité locale, donc domicile-travail essentiellement, stagnent. En revanche, ce qui va continuer à augmenter, c'est les émissions liées à la mobilité longue distance, hein, et en particulier dans le dernier décile, particulièrement l'aviation. Donc vous avez des types de dépenses différentes et donc des types aussi peut-être de responsabilités différentes, puisque quand on reprend, hein, je vous ai dit, l'empreinte carbone, c'est forcément une vision de la responsabilité, une vision particulière. On voit qu'il faudrait peut-être différencier eh bien, des émissions qui relèvent des déplacements domicile-travail, qui peuvent être plus contraints que des émissions liées à la mobilité longue distance, qui sont souvent des émissions liées au loisir. Alors, pour bien montrer ce lien problématique entre revenus et dépenses, là, je vous ai fait un graphique qui présente l'évolution du revenu par dixième, parce que le graphique précédent, je vais quand même vous le remontrer, voilà celui-ci. Vous voyez qu'on a les émissions qui progressent et on a une sorte de progression assez forte, on a l'impression pour le dernier dixième. En fait, ce qu'on peut voir, c'est que le revenu progresse nettement plus fortement que l'empreinte. Donc vous avez le revenu, c'est le point. Vous voyez que ça augmente très fortement, donc le revenu du dixième le plus élevé est extrêmement beaucoup plus fort que le revenu du décile du premier dixième. Vous avez un rapport de 1 à 8 au niveau des revenus entre le 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres, tandis qu'au niveau des émissions, au niveau des dépenses, c'est un peu plus faible, au niveau des émissions, c'est encore plus faible, hein, puisque les émissions liées à l'énergie représentent des dépenses de base qui sont assez peu dynamiques avec le revenu. Et donc, vous avez un rapport finalement simplement autour de 2 et 3 entre les émissions de 10% les plus riches et les émissions des 10% les plus pauvres. Donc ça veut dire qu'il y a bien une concentration des émissions avec le revenu, c'est-à-dire que plus vous êtes riche, plus vous émettez, mais cette concentration est nettement moins forte que la concentration du revenu. Alors une autre manière de dire la même chose, c'est exactement le même chose, mais avec cette fois un tableau de chiffres, c'est de la part du revenu. Hein, vous voyez que dans le revenu national, les 10% les plus riches vont capter quasiment 25% du revenu. Hein. Ils vont représenter 17% des dépenses, mais seulement 15% des émissions. Et en revanche, pour les 1%, les 10% les plus pauvres, donc le premier dixième, ça représente que 3% du revenu national, c'est très peu, mais les 6% des dépenses et en gros 6-7% des émissions. Donc vous retrouvez bien le rapport, hein, en gros entre 2 et 2,5 entre les émissions du premier dixième et les émissions du dernier dixième. Alors, je vais un peu passer sur ça. Vous allez on va juste regarder la fin. Je vais juste essayer de le dire brièvement. Il y a une différence entre parler d'inégalité des émissions, qui sont... est-ce que les gens... alors, inégalité d'émissions, c'est plutôt inégalité d'empreinte carbone. Voilà. Inégalité d'empreinte carbone, parce qu'on parle d'empreinte carbone ici. On a choisi une convention d'attribution. Donc il y a une différence entre parler d'émissions d'empreinte carbone et entre parler du lien entre empreinte carbone et revenu. Ça, c'est un terme qu'il faudrait plutôt parler de concentration de l'empreinte carbone. On voit que plus on est riche, plus en moyenne, on va avoir une empreinte carbone importante. Mais le revenu n'est pas le seul facteur du fait qu'il y ait des empreintes carbone différentes. Il y a plein d'autres facteurs qui interviennent en dessous, des facteurs qu'on appelle maintenant dans la littérature horizontaux. Vertical, c'est cette idée qu'il y a une échelle des revenus. Les facteurs horizontaux, c'est des facteurs qui ne sont pas liés à l'échelle des revenus. Vous avez la composition démographique des ménages qui va jouer. Vous avez le statut d'emploi. Si vous êtes à revenu égal, si vous ne travaillez pas ou si vous travaillez, vous n'allez pas avoir les mêmes émissions parce que les émissions liées au logement, dépenses de chauffage, quand vous ne travaillez pas, vous restez chez vous, vous devez vous chauffer, sont généralement plus importantes. À la localisation aussi, on va revenir là-dessus. Donc
manière de présenter ça, hein, c'est de segmenter nos dixièmes de population par l'endroit où les gens habitent, hein, entre centre urbain, banlieue, ruralité, et de refaire les moyennes. Et vous voyez que là, on a un éclatement des moyennes. Un ménage du premier décile, du premier dixième du centre va émettre vraiment peu, alors qu'un ménage du premier dixième, mais qui vit en campagne, va émettre beaucoup plus. Et il va émettre autant, quasiment, finalement, qu'un ménage du revenu du sixième décile qui habite dans le centre. Voilà. Donc ça montre qu'il n'y a pas que le revenu qui compte et qu'il y a d'autres facteurs comme ici la localisation. Et ça s'explique très bien. Les gens, on essaye dans l'article d'expliquer tous ces facteurs, mais les gens qui vivent à la campagne, généralement ont des surfaces plus importantes, des logements qui sont moins bien isolés, des modes de chauffage aussi qui sont plus émetteurs, hein, beaucoup plus de chaudières au fioul que dans les centres. Pas d'accès au réseau gaz si on veut changer. En termes de transport, il y a des déplacements qui sont bien plus importants, pas d'accès aux transports en commun qui émettent moins, etc., etc. Donc on voit que l'insertion dans un espace de vie, en fait, explique une bonne partie des émissions et bien plus, en fait, parfois que les attitudes. Donc ça a été montré par la recherche, c'est-à-dire que l'attitude que vous avez par rapport à votre empreinte, est-ce que vous voulez réduire vos émissions ou pas, en fait, a moins d'impact que le milieu dans lequel vous évoluez, le milieu de vie dans lequel vous évoluez. Donc, si vous vivez à la campagne ou si vous vivez en ville, c'est très différent. Alors ça, pour moi, ça valide les précautions que je vous ai dit de prendre sur l'empreinte carbone en termes de responsabilité, parce qu'on voit que l'empreinte carbone, elle est déterminée par des choses dans lesquelles il est parfois un peu difficile de juger que les individus sont responsables, puisque c'est aussi des politiques qui ont forgé cette répartition de l'espace, des politiques publiques, et puis pas que des politiques publiques, hein, il y a bien sûr des facteurs économiques, de spécialisation des territoires, etc., qui expliquent ça. Et donc c'est tout ça qu'on a tendance à ne pas voir si on parle en termes d'empreinte carbone des individus. Et donc ça, c'est extrêmement important que la lunette empreinte carbone ne devienne pas un biais, c'est-à-dire qu'on n'oublie pas que derrière cette empreinte carbone, il y a tout un tas de choses, il y a tout un tas d'autres acteurs et de politiques, et qu'on ne dise pas que c'est juste les gens qui sont responsables de leurs émissions, parce qu'on a essayé de le voir, c'est plus compliqué que ça. Alors vous allez me dire, les émissions du 1% les plus aisés, vous attendiez des chiffres, vous êtes venus pour ça. Je ne vous en donnerai pas, vous irez voir dans l'article OFCE, dans lequel on a essayé d'encadrer les émissions de 1% des plus aisés. Donc on essaie de donner une fourchette sur cette émission. Mais vous voyez que, étant donné que les 10% les plus riches représentent 14% des émissions les plus aisées, il y a peu de chances que les émissions des 1%, qui sont donc incluses dans les émissions du 1% les plus aisés, soient extrêmement fortes. Alors ça, c'est une tentative qu'on a essayé de faire, une analyse. Il y a des limites à cette étude. Donc il y a des... Voilà, j'essaye de vous dire là les limites de ça. La première limite, c'est donc, en fait, on a beaucoup de mal en fait à connaître cette empreinte, et donc on aura pendant longtemps encore des débats sur l'empreinte des émissions, les 1% les plus aisés. C'est assez difficile en fait de mesurer, d'avoir des données fiables. On a essayé de le faire à partir des méthodes standards de calcul de l'empreinte carbone des ménages. Il y a deux raisons principales pour lesquelles c'est très difficile. La première, c'est une raison d'échantillonnage statistique. On regarde un segment fin de la population pour lequel on commence à arriver aux limites de l'échantillon. L'INSEE recommande d'utiliser pourtant des 5%. Quand on est à des tranches de 5% de la population, on arrive à avoir des choses fiables. Quand on est sur du 1%, c'est quand même moins fiable. Cette catégorie-là est en plus plutôt timide sur l'ouverture des données et de vouloir se livrer à des enquêteurs, donc peut-être des sous-déclarations extrêmement importantes dans la réponse au questionnaire. Donc ça, c'est aussi des biais qu'on a du mal bien sûr à prendre en compte. Et il y a aussi un autre problème qui est un problème méthodologique sur lequel je voudrais revenir, c'est la question du contenu carbone en fait de la consommation. Je vous ai montré que la consommation progressait avec les dépenses. Et ça, pour partie, c'est en fait un effet, peut-être un artefact de la méthode. Alors, voici pourquoi, pour le dire très simplement, vous vous focalisez sur cette phrase-là. La méthode suppose que votre empreinte carbone, quand vous achetez un maillot, coûte 10 €, vous achetez 4 maillots à 10 €, vous avez dépensé 40 €, vous avez
une empreinte carbone 4 fois plus importante que si vous avez acheté un maillot à 10 €. Voilà. Vous avez acheté 4 fois la même chose, bon, ça c'est assez normal. La méthode suppose aussi que si vous achetez un maillot à 40 €, votre empreinte elle est aussi 4 fois plus importante que si vous aviez acheté un maillot à 10 €. Ça c'est peut-être plus contestable, et c'est un biais de la méthode qu'on n'arrive pas en fait à éliminer. Il y a des travaux, quelques rares travaux qui font ça. On peut penser aussi que ces effets sont particulièrement prononcés dans le haut de la distribution, parce qu'on va utiliser des biens peut-être de prestige, dont finalement la proportionnalité entre le prix payé et le contenu carbone n'est pas du tout le même que si on prend le bien moyen. Alors ça, on a essayé de travailler avec l'INSEE pour essayer de mettre en évidence cet effet. Donc là, je vous présente un travail qui est en cours. Où on a travaillé sur le jus de fruits, parce qu'il faut avoir les données dans lesquelles on peut avoir des données en quantité et des prix. Là, on s'intéresse juste aux prix différents payés par les ménages. Vous avez là l'empreinte liée à la consommation du jus de fruits par 20e de revenu. C'est extrêmement limité, hein, mais vous avez quelque chose qui est quasiment plat. Ça, c'est une fois corrigé des différences de prix payés par les ménages. En fait, les ménages les plus riches vont avoir tendance à payer leur litre de jus de fruits plus important. Plus cher que les ménages les plus pauvres. Et donc vous voyez que si on ne corrigeait pas par ce biais, on aurait la trajectoire des points jaunes et on aurait une empreinte carbone qui est très croissante avec le revenu, alors que si on corrige du biais, ben, on a une empreinte qui stagne quasiment. Donc l'empreinte réelle, telle qu'on peut la reconstituer, c'est l'empreinte en bleu. Et l'empreinte de la méthode normale, on ne corrige pas ce biais. Donc les méthodes standards ne permettent pas de corriger ce biais. On peut corriger sur les jus de fruits, mais on ne peut pas le faire sur toutes les catégories. C'est l'ensemble des points jaunes. Voilà, donc bon, il y a sans doute des biais qui vont expliquer que ces biais sont très prononcés dans le haut de la distribution, dans la haute des distributions des revenus. On peut revenir à mon exemple du t-shirt, penser à la haute couture. Voilà, on va avoir du mal à avoir ça, et donc on peut se poser une question, est-ce que c'est vraiment important? Alors ça, je voudrais juste faire un point sur les... Donc, je vais peut-être passer ça. Enfin, c'est une attaque du rapport d'Oxfam que vous connaissez, qui a fait beaucoup pour politiser cette question des empreintes carbone au sujet des revenus, qui utilise un certain nombre de données sur la distribution des empreintes carbone moyennes par pays, la distribution du revenu au sein de chaque pays, et un lien en fait empreinte carbone-revenu. Cette étude n'est pas fiable pour la raison ici qui est que je ne dis pas que les résultats sont faux, les résultats peuvent être bons, je dis qu'ils ne sont pas fiables. Pas exactement la même chose. Vous avez une calibration du lien entre revenus et émissions. J'ai fait une étude précise de toute la littérature publiée pour regarder quel était le lien entre émissions et revenus, hein, donc ce qu'on appelle l'élasticité revenu des émissions. On a systématiquement des valeurs qui sont inférieures à 1. Oxfam prend une proportionnalité entre les émissions et les revenus, ce qui conduit, quand on regarde au sein d'un pays, à surestimer fortement la concentration des empreintes, puisque, pour reprendre l'exemple français, vous avez un rapport de 1 à 8 sur les émissions, et donc si on applique cette méthode-là, on fait aussi vous avez un rapport de 1 à 8 pour le revenu. Donc si on utilise aussi cette méthode-là, pour reconstituer l'empreinte, eh bien, on obtiendrait aussi un rapport de 1 à 8 entre le dixième le plus bas et le dixième le plus haut, alors que ce rapport n'est que de 1 à 2. Voilà, donc c'est un biais quand même extrêmement fort. Donc je vous encourage à ne pas citer cette étude qui n'est pas fiable. Après, vous pouvez aussi utiliser des données non fiables, ça vous regarde maintenant. Voilà. Alors, le lien maintenant... Oui, 5 minutes, ouais. Le lien avec le patrimoine. Souvent on parle du lien avec le patrimoine. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'empreinte carbone liée avec le patrimoine? Alors j'ai regardé l'empreinte carbone avec le revenu, je pourrais regarder l'empreinte carbone avec le patrimoine. Ça ne changera pas grand-chose. L'empreinte carbone des 10% qui ont le patrimoine le plus élevé, on peut peut-être aussi penser qu'ils sont dans les 10% des dixièmes le plus élevé des revenus, et donc finalement on aurait un panorama assez similaire. En fait, quand les gens pensent empreinte carbone et patrimoine, ils ne pensent pas à l'empreinte carbone. Ils pensent à une empreinte, à une convention d'attribution différente. En fait, quand on passe au lien entre patrimoine et empreinte carbone, on pense à des émissions qui seraient liées à la détention du patrimoine. Des émissions qui sont liées à l'épargne accumulée et placée, qui seraient responsables en un certain sens des émissions. Ça, ce n'est pas l'empreinte carbone. L'empreinte carbone attribue les émissions aux consommateurs, pas à l'investisseur. C'est donc en fait implicitement une convention d'attribution différente qui est utilisée, et donc qui n'est pas l'empreinte carbone, et donc il ne faudrait pas parler d'empreinte carbone. Donc j'insiste, dans l'empreinte carbone, il n'y a pas d'émission qui est liée à l'épargne, hein, les émissions sont attribuées aux consommateurs. Donc si vous épargnez, que vous placez, que vous investissez
en vue de vendre des produits. Et donc, c'est celui qui va acheter les produits que vous avez pu fabriquer grâce à votre investissement qui va être responsable des émissions. Ce n'est pas vous en tant qu'investisseur. Si vous prenez la responsabilité des investisseurs, je veux bien qu'on le fasse, ça ne pose aucun problème, mais vous parlez d'un autre principe d'attribution. Et donc, à ce moment-là, ne parlez pas d'empreinte carbone des investissements. Alors, quel principe de responsabilité peut-on choisir pour faire ça? J'en vois deux dans la littérature qui sont possibles. Le control-based accounting, en fait, on parle de accounting, c'est voilà, ces principes, ces conventions d'attribution. Pour l'empreinte carbone, on parle de consumer-based accounting. Les empreintes territoriales, c'est des producer-based accounting. Là, c'est control-based accounting, c'est-à-dire on va reprendre les émissions en fonction de qui contrôle le processus de production. Ça a été fait au niveau des pays, ça n'existe pas encore au niveau des institutions et encore moins au niveau des individus. Ça serait extrêmement difficile à avoir puisque si vous êtes actionnaire, parce que vous êtes actionnaire, que vous avez le contrôle de l'entreprise, donc ça faudrait bien impliquer de rentrer dans la connaissance des relations capitalistiques entre toutes les firmes, ce qui serait certes très intéressant, mais extrêmement difficile à faire en termes de données. Vous avez une autre convention possible, ce qu'on appelle income-based, c'est la contribution au processus productif qui va vous rendre responsable des émissions. Et ça vaut à la fois pour le travail et pour le capital. Et comme 60% des revenus, en gros, sont du capital, ça veut dire aussi que ce sont des revenus du travail. Ça veut dire aussi que 60% des émissions sont du revenu du travail. Et donc même dans cette perspective-là, les revenus, le patrimoine, on va lui attribuer des émissions parce qu'il y a des revenus qui sont générés par le fait de placer. Et donc ça ne représentera de toute façon qu'au plus 40%. Donc ça donnera aussi une vision assez différente, bien sûr, de responsabilité, mais on n'a pas non plus une relation des détenteurs de patrimoine, une responsabilité extrêmement forte des détenteurs de patrimoine avec ça. Peut-être qu'il y a d'autres choses. Il y a dans la littérature grise des ONG, dont peut-être certaines sont présentes dans la salle, des chiffres qui circulent sur les émissions de l'épargne, avec le caractère problématique du 2 qui revient ici. J'ai essayé de regarder ces méthodologies, je dois avouer ne pas les avoir comprises. Donc s'il y a des gens qui ont fait ces méthodologies qui sont ici et qui veulent bien m'expliquer, je serais très ravi d'en discuter avec eux. Je pense que voilà, il y a des principes qui existent dans la littérature. Je n'ai pas réussi à relier ces estimations à des principes. Ces principes sont là aussi pour éviter, point qui est important, que je dois préciser, pour éviter les doubles comptes. Il est très facile de compter doublement les émissions si vous commencez à additionner des émissions liées à l'empreinte carbone, donc à la consommation, des émissions liées à l'épargne, vous comptez 2 fois les mêmes choses. Voilà. Donc tout ça, après, vous avez des empreintes monstrueuses, mais c'est peut-être parce que vous avez compté plus de 2 fois les mêmes émissions. Voilà, donc difficile de comprendre ça. Voilà, donc je vais conclure. La conclusion, c'est que le message clé, c'est de se dire qu'attribuer des émissions à une entité sociale, ça implique de choisir une convention d'attribution. Il n'y a aucun problème à changer de convention d'attribution. On n'est pas du tout obligé de faire de l'empreinte carbone. On peut faire de l'empreinte carbone, mais on n'est pas non plus obligé d'en faire. Il faut juste être bien au clair dans sa tête sur qu'est-ce qu'on est en train de faire, quelle convention d'attribution, quel principe de responsabilité on est en train de choisir quand on parle des émissions de quelqu'un, du contenu carbone, d'un flux financier, du contenu carbone, des émissions d'une personne, d'une entreprise, etc., etc. On a que les empreintes carbone, donc définies comme les empreintes liées à la consommation, enfin les émissions liées à la consommation des produits, croissent avec le revenu, sont moins concentrées que le revenu, donc vous avez moins d'inégalité, moins de concentration des empreintes que le revenu. J'espère que maintenant vous avez vu pourquoi. Et ça, c'est un message personnel, mais de mon point de vue, l'imputation des responsabilités est problématique. On l'a vu, il y a différentes conceptions de la responsabilité. Donc ces calculs-là, le calcul de l'empreinte carbone ou le calcul d'autres types d'émissions personnelles, ne doit pas avoir pour principe, pour finalité, d'imputer les responsabilités, même si on l'a vu, c'est aussi inévitable, mais ça ne doit pas être la finalité, mais bien de comprendre les processus, les mécanismes dans lesquels on a des situations qui sont émettrices pour ensuite concevoir des politiques publiques qui permettent de remédier à ces situations. Donc le calcul de l'empreinte carbone ne peut pas servir à rendre responsable des gens, mais à comprendre pourquoi il y a des situations d'émissions et donc ensuite à concevoir des politiques pour baisser ces émissions, qui est quand même notre objectif à tous.